Donc sans plus attendre, je vous propose d'enchaîner avec la présentation de Nicolas Gakwaya, donc, qui est en charge de la recherche finance structurée chez BOA Merrill Lynch et qui va nous parler des évolutions réglementaires, donc BAL 3, pour les banques, et dans ce nouveau contexte, comment piloter le ratio rendement-risque des actifs de finance structurée. C'est à vous. Bonjour. Donc effectivement, on va essayer de... il y a une série de choses dans la présentation qui, à mon avis, feront écho à ce que Jean-Michel vient de dire en termes de comment est-ce que ces risques sont adressés par le régulateur, hein, comment est-ce que la construction des risques de la crise que nous venons de vivre et que peut-être nous vivons toujours, comment tout ça est adressé par le régulateur. Donc le focus, il faudra m'excuser pour le franglais, de cette présentation est sur la partie bancaire, donc BAL 2, BAL 3. Je dis toujours BAL 3 entre guillemets parce que les gens ont tendance à parler de BAL 3 alors qu'il s'agit d'une série de propositions qui sont une espèce de supplément au socle de BAL 2 au niveau du pilier 1, pilier 2, pilier 3. Et dedans, il y a aussi une série de propositions qui sont liées à la Commission européenne, donc la directive CRD. Je vais essayer de détailler tout ça. Et puis, en dernier lieu, on terminera avec quelques graphiques sur le risque-rendement pour différents actifs à travers la structure du capital. Alors, ça c'est notre transparent d'entrée pour les cinq grands principes de, à nouveau entre guillemets, BAL 3, qui sont des principes, on va dire, quasiment philosophiques. Notre point de vue ici pour cette présentation sera plutôt de se concentrer sur ce qui se passe du côté actif. Donc comment est-ce que les nouvelles régulations vont changer les incitants au niveau du système bancaire pour la demande pour les actifs structurés. Et pour rebondir sur un point qui a été fait plus tôt, l'importance de la titrisation peut difficilement être sous-estimée. Il y a un slide que j'ai malheureusement pas ici, qui en général est assez parlant. Au pic de la crise en 2007, les volumes de titrisation globaux étaient de, alors je ne sais pas si 3 trillions, je ne sais pas comment on dit, 3 000 milliards. Ce qui, juste pour mettre à l'échelle des PIB des pays, serait plus ou moins dans le top 5 des PIB si on considérait ces volumes comme étant l'output d'un pays. Donc il s'agit de volumes considérables qui, à notre sens, étaient sans doute exagérés, mais effectivement la logique régulatoire et l'impact que ça va avoir sur la demande pour les actifs de finance structurée est quelque chose qui par le biais du prix et de l'accès au crédit, vont avoir des impacts qui dépassent le cadre de cette conférence des acteurs ici, qui est l'impact sur la croissance. Mais pour en revenir à la logique plus resserrée des actifs de crédit structuré, les quatre grands axes que je vais essayer d'évoquer rapidement ici, ce sont la rétention de risque, donc qui fait écho à ce qui a été évoqué plus tôt, les charges de capital pour les titrisations à double niveau, le traitement du capital réglementaire pour le trading book, et enfin le risque de contrepartie. À nouveau, comment est-ce qu'on dimensionne le capital pour le risque de contrepartie. Alors, pour commencer par le premier axe, qui est l'axe du risque de rétention, qui effectivement répond à cette espèce de logique qui est de dire qui est une logique assez populaire chez les régulateurs, qui est de dire que le modèle originé pour distribuer crée des incitants qui, au final, donnent une boucle de retour en termes de la qualité des actifs. Alors la logique, effectivement, est d'inscrire en dur dans la régulation la nécessité pour les
les acteurs impliqués dans la titrisation, la nécessité de retenir une partie du risque sous-jacent. Alors cette nécessité prend une série de formes différentes. J'ai essayé de résumer ça assez rapidement. En Europe, il y a eu toute une série de discussions. Ça a commencé avec 15%. Maintenant, la logique est plutôt de dire 5% du risque sous-jacent. Il y a toujours des questions techniques. Alors ici, c'est un sujet plus large que ça. Je suis prêt à en discuter sur le côté. À mon avis, ça dépasse un petit peu le cadre de... Mais c'est effectivement de savoir est-ce qu'on choisit ce risque de manière verticale ou de manière horizontale. Est-ce que le risque qui est retenu par l'ordinateur doit être le reflet de la tranche equity ou un reflet vertical de la structure de capital qui est émise. Beaucoup de gens vont penser au risque equity, mais alors bon, à Merrill Lynch, on est bien placé pour en parler. La rétention de risque au niveau senior a ses conséquences dramatiques aussi. Et donc je pense que cette logique de mesure du risque idiosyncratique, systémique à travers toute la structure du capital est quelque chose qui doit être plus réfléchi que ça. Et la logique de dire on veut 5% du risque sous-jacent, comment est-ce que c'est mesuré? Pourquoi est-ce que c'est 5%? Est-ce que les 5% vont être différents selon le type d'actif? Est-ce qu'on se base sur les actifs pondérés par le risque? C'est une série de questions qui, à mon avis, sont importantes. Et c'est typiquement une de ces questions où on voit l'aspect politique de dire on dit qu'on l'a fait, mais alors après, est-ce que c'est réellement efficace dans la manière dont c'est implémenté? C'est toujours une question. Aux États-Unis aussi, il y a deux propositions à la Chambre des représentants et au Sénat qui sont en train d'être discutées. La première parle de 5%, la deuxième parle de 10%. Les définitions de qui est originateur sont à nouveau assez vagues. Et alors, pour le système bancaire, c'est quelque chose finalement qui a, je pense, toujours existé, la logique de retenir une partie du risque résiduel en carte de crédit, en créance immobilière. Après, pour le business non bancaire, typiquement, alors effectivement, il y a les CDO, il y a les CLO, qui sont originés et gérés par un gérant externe, qui est responsable de la rétention du risque dans une logique où, effectivement, on va dire que ce sont plus des titrisations d'arbitrage, comparé aux titrisations de cartes de crédit et de créances immobilières qui sont plus des titrisations de bilan. Donc effectivement, au niveau des titrisations d'arbitrage, la question est de savoir à quel point la rétention, si elle doit avoir lieu au niveau du gérant, c'est quelque chose qui, à mon avis, est gérable, dans le sens où, et ça je vais peut-être en parler dans la suite, la structure des prix fait que, à moyen terme, je pense que le gérant devra mettre du capital sur la table pour que la structure soit viable. Donc, quelque part, le régulateur ne fait que confirmer une tendance qui est incorporée dans les prix de marché. Par contre, si la rétention doit se faire au niveau de l'arrangeur, donc du structureur, il me paraît difficile d'imaginer que c'est un business sur lequel les banques d'affaires vont être relativement impliquées, parce que ça tue le revenu du secteur. Donc effectivement, la clarification à ce niveau-là est quelque chose qu'on attend avec relativement d'impatience. Le deuxième grand pilier, qui est l'augmentation des charges de capital pour les titrisations à double tranche. Donc je cite ici quelques exemples, les CDO d'ABS, les tranches leveragées super senior, les CDO Square, qui sont effectivement des produits dont on s'est rendu compte qu'il y avait ce risque de palier, c'est-à-dire que tout va bien, jusqu'au moment où ces actifs qui sont les actifs sous-jacents sont déjà des actifs leveragés, mezzanine, d'un premier niveau de structuration, et la multiplication de l'effet d'erreur en termes de la variable. Alors ça, c'est quelque chose que Jean-Michel a abordé. Donc l'erreur d'hypothèse des agents de notation en termes de l'évolution des prix immobiliers se reflète par un système de double leverage. Si vous manquez vos taux de défaut américains au niveau de l'immobilier de 2% et qu'il n'y a qu'une seule couche de leverage,
il n'y a a priori pas de problème, l'equity perd de l'argent, mais a priori, l'equity est là pour ça, si je puis me permettre. Effectivement, quand on se retrouve avec un double leverage, les conséquences sont assez dramatiques. On l'a vu dans le marché des CO d'ABS, où l'entièreté de la structure de capital est perdue. Alors, cette logique d'augmenter les charges de capital, à nouveau, qu'est-ce qu'une titrisation à double niveau? Une lecture littérale du texte tel qu'il a été proposé par le régulateur pourrait inciter à dire que l'immobilier commercial, par exemple, où on a des loans A, loan B, qui effectivement représentent un niveau de tranchage, ou le marché des CLO de loan, où effectivement il y a des expositions à des loans mezzanines qui sont eux-mêmes des parties inférieures ou des parties moyennes dans une capital structure à un premier niveau. Il n'est pas clair si ces actifs vont tomber dans le cadre de la régulation. Notre avis, c'est qu'effectivement, il faudrait un niveau seuil, de dire qu'à partir de 5% ou 10%, on a un certain nombre d'actifs qui sont eux-mêmes des tranches, avec une définition plus claire de qu'est-ce qu'un actif tranché. Est-ce que c'est une sécurisation ou est-ce que les loans eux-mêmes sont considérés comme faisant partie d'une structure de capital, sont aussi des choses qui devront être clarifiées. Pour représenter ceci, alors ici je représente l'ensemble des charges de capital sous à nouveau BAL 3 entre guillemets. Et donc vous voyez la colonne 5 et 6 qui sont les expositions de sécurisation à double niveau. Donc vous voyez que les charges de capital sont plus élevées que dans les titrisations à un niveau. Et effectivement, la différence se marque plus au niveau mezzanine. Pour que ce soit plus lisible, voilà comment ça se présente. J'ai aussi représenté le niveau de charge de capital de BAL 1, parce que ça joue aussi dans une logique qu'on aime rappeler aussi, qui est que le mouvement de BAL 1 à BAL 2, qui était censé être positif, dans le sens où il était censé représenter le risque. Et effectivement, vous voyez que on passe d'une logique où il y avait des incitants aux banques à se charger en actifs de qualité faible, parce que la charge de capital était la même que pour les actifs d'assez bonne qualité. Donc on voit que ce mouvement d'une ligne droite à une courbe qui représente le risque a représenté un incitant dramatique pour les banques de rediriger leurs investissements des tranches juniors vers les tranches les plus seniors, où la charge de capital est quasi nulle pour les bons les plus élevés. Alors effectivement, on voit là, donc la courbe verte, c'est celle avec les carrés, se retrouve avec c'est la double titrisation. Donc on voit que l'importance est au niveau mezzanine. Du point de vue du risque, j'aurais aimé que cette courbe soit plus haute, de manière plus significative pour les tranches seniors, dans le sens où effectivement l'augmentation du risque est plus significative pour les tranches seniors dans une logique de double titrisation, puisqu'effectivement c'est l'augmentation du risque systémique. Et donc qu'un actif mezzanine ait des risques plus élevés entre une simple et une double titrisation, c'est un fait, mais la différence entre les deux est beaucoup plus marquante au niveau senior. Et on le voit quand on regarde les performances même en travers du marché CDO. Si on regarde une titrisation simple comme un CLO, si on regarde la performance des AAA de CLO comparée aux AAA de CDO-ABS, c'est assez clair. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'ici il y a une estimation des risques qui n'adresse pas, je pense, les fondamentaux de la double titrisation. Alors, pour le troisième grand axe de la régulation, qui est un axe assez important, qui est le réalignement des charges de capital dans le livre de trading comparé le banking book, donc les actifs qui sont censés être tenus à maturité. Effectivement, le régulateur s'est rendu compte que toute une série d'actifs qui étaient censés être tenus jusqu'à maturité, pour des raisons d'arbitrage régulatoire évidentes, a été mise par les banques dans leur livre de trading. Et c'est effectivement dans les livres de trading qu'on s'est retrouvé à avoir les plus grandes pertes.
Et donc effectivement, la logique ici est de dire on va réaligner les charges de capital du trading book plus proches de celles du banking book. Alors, pour faire très brièvement, c'est un sujet assez vaste, donc je ne vais pas m'étendre pendant des heures dessus, mais le risque de marché dans le trading book est vu comme la somme du risque général et du risque spécifique. Alors, le risque général est simplement une approche de VaR, et alors la logique dans BAL 3 est de dire que cette VaR va maintenant être décomposée entre une VaR qui est la VaR classique, qui est la fenêtre d'1 an, qui est la fenêtre mobile, et une VaR stressée, qui est censée représenter une fenêtre d'1 an dans une période stressée. Donc la logique, et c'est une logique qui se retrouve dans tout l'environnement régulatoire de BAL 3, c'est la logique contre-cyclique, de dire on va fixer dans le temps une période qu'on estime être une période stressée, et les charges de capital vont être imposées en fonction de cette période-là. Effectivement, ça évite le travers des mesures de VaR, où à mesure que la fenêtre s'éloigne de l'événement de risque, l'appétit du risque augmente. Effectivement, on se retrouve avec des banques comme Jean-Michel, UBS ou d'autres, pour ne pas les nommer, qui sont les plus actives en accumulation d'actifs au top du marché, si vous voulez. Alors, ça c'est pour le risque général. En termes de risque spécifique, et typiquement en ce qui concerne la titrisation, la titrisation ne pourra pas être utilisée dans les nouvelles mesures de risque taillées sur mesure pour le risque spécifique. Donc c'est les charges standards, celles que j'ai montrées dans les graphes précédents, qui vont s'appliquer à travers tout le book de titrisation. Le plus gros impact se retrouve au niveau du trading de corrélation, où effectivement la logique de la mesure standard du risque, qui est de dire qu'on ne peut compenser un risque long et un risque short que s'ils se référencent exactement au même actif, est quelque chose qui va affecter le trading de ciseaux synthétiques, où effectivement on a des portefeuilles qui sont des portefeuilles taillés sur mesure pour le client, qui sont en général hedgés avec des tranches standards qui sont des portefeuilles qui sont fixes, les portefeuilles Atrax ou CDX. Effectivement, la logique où le capital, les charges de capital peuvent être compensées parce que le long est en face du short, quelque chose qui va disparaître, et que les charges de capital pour le trading book vont augmenter de plus ou moins 2 à 2 fois et demi. Et effectivement, les plus gros moteurs de cette augmentation sont la VaR stressée, ce qui est assez logique puisqu'on bloque la période 2007-2008 en termes de value at risk. Et alors les charges de resécurisation, où effectivement tous ces actifs, ceux qui n'ont pas encore été nettoyés, qui étaient AAA, sont maintenant BBB, et tombent effectivement dans ce segment que j'ai décrit plus avant, où les charges de capital sont notablement plus hautes pour les actifs en titrisation à double niveau. Et le quatrième pilier que je vais essayer d'évoquer en vitesse, qui est le pilier du risque de contrepartie, qui est effectivement quelque chose qui est assez intuitif, même pour les gens en dehors du milieu de la finance structurée. Alors, j'évoque les 4 grands axes qui sont évoqués par le papier consultatif du comité de Bâle. Le wrong way risk, qui est effectivement la logique que votre exposition au crédit de contrepartie augmente au fur et à mesure que la qualité de crédit de la personne qui a souscrit l'assurance diminue. Alors effectivement, c'est typiquement le trade avec les monolines, le trade avec AIG, où on se retrouve avec des institutions qui ont des polices d'assurance sur ce genre d'actifs qui sont en taille faramineuse comparée à leur base de capital. Et donc on se retrouve avec en face des personnes des institutions qui pensent avoir hedgé le risque, et la quantité de ce hedge augmente à mesure que la valeur du hedge diminue. Effectivement, tout ça c'est résolu dans le cas de monoline par des write-off faramineux, et dans le cas de AIG par un bail-out de taille assez conséquente. Effectivement, c'est quelque chose qui devra être adressé par la régulation, et la logique, ça sera qu'il devra y avoir une charge de capital qui sera explicite pour ce type de risque. Le risque de CVA, qui quelque part
est plus ou moins dans le même type de logique que le risque que je viens d'évoquer. L'interconnectivité entre les institutions financières, donc le fait que les charges de capital pour les sous-jacents financiers vont devoir augmenter. Ça, c'est quelque chose qui est assez important dans le marché des CDO, à nouveau, où effectivement, vers la fin du cycle, on voit des CDO synthétiques qui référençaient les 3 banques islandaises. Effectivement, s'il y en a une qui tombe, la probabilité que les 3 tombent est assez grande. C'est un risque qui est sous-estimé par les notations, par le pricing et par le régulateur. Ça, c'est quelque chose qui va devoir changer. Et alors finalement, les incitants pour bouger pour transférer le risque de contrepartie au niveau des dérivés de crédit, les dérivés de crédit dans la finance structurée, vers des clearinghouses. Donc le fait qu'on va inciter en donnant des charges de capital nulles pour se mettre en face de la clearinghouse pour essayer d'éviter la logique où vous pensez avoir votre capital garanti, mais en fait le capital est garanti par un bon Lehman, et donc alors que le portefeuille performe, on se retrouve à retrouver 8 cents sur la tranche dans laquelle on a investi. Voilà, des choses qui sont rapides. Alors, pour rapidement évoquer la logique des returns en fonction du capital mis pour investir dans les actifs. Donc ici, c'est une mesure assez rudimentaire où on prend le spread généré par l'actif, la perte idéalisée sur l'horizon du bon, et tout ça rapporté au montant de capital qui doit être mis de côté pour l'actif. Alors effectivement, et ça c'est dans la logique qui a été évoquée plus tôt dans l'introduction, on voit c'est à travers le temps pour différents actifs, on voit effectivement les spreads faramineux qui étaient réclamés pour certains actifs au pic de la crise, qui correspondaient à des retours en capital qui sont complètement hors mesure avec le risque réel qui était porté. Alors, je pense que les deux graphes, le premier, l'hypothèse de base est de dire que les notations sont correctes. Donc, je prends la perte idéalisée d'un bon AAA. Je rapporte au capital qui est mis si le bon reste AAA pour la totalité de sa vie. Le deuxième graphe montre ce qui se passe si on décide que les notations se trompent de 2 lettres complètes. C'est essayer de montrer, effectivement, comme on a vu que la courbe de capital est exponentielle, c'est de montrer comment est-ce que le marché price le risque de downgrade et la logique de capital supplémentaire qui doit être mise contre les actifs. Alors, le premier slide, donc ce premier transparent est un RMBS de UK Prime, qui est finalement le plus gros marché en finance structurée en Europe. Et on voit qu'effectivement, parce que les tranches seniors ont rallié de manière très significative, que la valeur la plus juteuse, on va dire, entre guillemets, en termes de retour sur le capital, se retrouve maintenant au niveau de la mezzanine. Mais on peut regarder que entre le pic de la crise et la situation qu'on peut retrouver maintenant, le gap entre la senior et la mezzanine a diminué de manière significative. Pour les actifs plus risqués, alors là ici je montre pour le CLO, la valeur est beaucoup plus clairement au niveau des AAA, et c'est assez significatif quand on prend l'approche qui consiste à estimer qu'il faut compenser pour le risque que les notations se trompent et que la perte idéalisée va être plus grande que celle qu'on a estimée. Donc effectivement, on voit que le problème dans les actifs plus risqués est un problème de funding, c'est-à-dire qu'il y a le problème du financement de ces grosses tranches. Non pas qu'il n'y ait pas d'intérêt, mais le prix qui est requis par les personnes qui sont prêtes à investir dans ces tranches reste relativement élevé. Et ça, dans une logique où je voudrais faire écho à ce qui a été dit précédemment, c'est une logique où effectivement l'orphelin de ces nouvelles règles de capital, en tout cas pour les actifs risqués, risque d'être la partie mezzanine, dans le sens
où cette partie mezzanine n'a eu de sens à travers la crise que parce que ce qu'on appelle le shadow banking system a poussé les spreads au niveau des tranches de financement tellement bas qu'il y avait énormément de valeurs qui étaient possibles d'extraire au niveau de la mezzanine. Notre logique, c'est de penser que la logique où on va se retrouver avec des gros tickets de tranches de financement en senior avec un equity qui est moins leveragé et effectivement qui a un marché plus sain et sans doute qui à long terme est porteur de meilleures conséquences pour la qualité de crédit. Pour conclure rapidement, effectivement, cette logique régulatoire ne va pas, à notre sens, parce que ça va être relativement lent et que malgré qu'on parle d'implémentation en 2011, déjà en 2011, je pense qu'il va s'agir d'un processus beaucoup plus long avec des allers-retours avec les régulateurs. C'est plus la demande long terme que le risque d'unwind massif parce que le capital augmente qui nous inquiète. Mais effectivement, en termes d'opportunités, pour des gens qui sont dans la logique de real money, le fait de ne plus être mis hors du marché par les spreads excessivement bas provoqués par l'arbitrage régulatoire au sommet de la structure du capital, c'est quelque chose qui, à mon avis, ouvre des opportunités pour les gens qui voudraient mettre du capital dans les actifs de finance structurée. Je vais...